un autre point important en matière de rémunération, c'est la fiscalité sur les stocks options et attributions gratuites d'actions. Qu'est-ce qui change, mon cher Jean-Paul? Oui, là on va aborder la question qui n'est pas forcément la rémunération du dirigeant, mais c'est plutôt permettre à certains salariés de pouvoir bénéficier de certains avantages. Donc, oui, les outils de motivation et de fidélisation de certains salariés, de certains talents de l'entreprise. Donc, on en a beaucoup parlé, les stocks options, les attributions gratuites d'actions. Les stocks options ont été énormément critiqués et dans le cadre donc des plans, ce qu'on appelle qualifiés d'options et d'attributions gratuites d'actions, attribués à compter du 28 septembre 2012. D'ailleurs, là, juste, on voit la pratique qui était de faire remonter, non pas rétroagir, mais de faire remonter un texte, l'application d'un texte à l'annonce faite lors d'un conseil des ministres. On a connu ça il y a quelques années, notamment en matière d'assurance vie. Donc, ce régime fiscal de l'avantage qui résulte des actions acquises dans le cadre de plans qualifiés d'options, attribué donc avant le 28 septembre 2012 n'est pas modifié, mais par contre, à compter du 28 septembre 2012, va être modifié. Corrélativement, donc, le dispositif de retenue à la source sur l'actionnariat salarié bénéficiant donc, aux non-résidents est aménagé. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. En ce qui concerne donc l'imposition et de l'avantage résultant des stocks options, maintenant ils sont taxés au barème de l'impôt sur le revenu et ils sont taxés dans la catégorie des traitements et salaires et soumis donc au barème progressif sur les revenus. Donc c'est ce qu'on peut appeler la partie gain en rémunération, puisqu'il y a deux types de gains avec les stocks options et les attributions gratuites, des gains en rémunération et puis des gains qui ont un caractère patrimonial lorsqu'on revend les titres attribués ou acquis dans de bonnes conditions. L'avantage donc résultant là des plans qualifiés d'actions gratuites attribués donc là à compter du 28 septembre 2012 est imposé également dans la catégorie des traitements et salaires. Les plus-values de cession résultant des cessions d'actions par contre et d'actions gratuites vont continuer de relever donc, du régime des plus-values de cession de valeur mobilière, mais Laurent, tout à l'heure, va nous en parler. Ils sont calculés donc, sur le gain égal donc, pour les stocks options, la différence entre le prix de cession et le prix de souscription, et l'avantage déjà imposé au traitement et salaire, et pour les cessions d'actions gratuites, à la différence entre le prix de cession et la valeur de l'action à leur date d'acquisition. Si les actions sont cédées à un prix inférieur à leur valeur réelle, à la date de levée de l'option, la moins-value sera déductible du montant brut de l'avantage dans la limite de ce montant, bien évidemment. En ce qui concerne les avantages sur les stocks options et les actions gratuites, ils sont inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée au titre des revenus d'activité, mais cette CSG étant recouvrée par les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine, doit être déduite du revenu imposable de l'année de son paiement. Enfin, pour terminer sur ce sujet, un point important, c'est que le régime social, parce qu'il reste intéressant d'utiliser ce type de produit, si on peut dire, en matière sociale. On connaissait déjà ce dispositif en matière d'action gratuite, c'est que l'entreprise devra communiquer l'identité des salariés aux mandataires sociaux auxquels les actions ont été attribuées au cours de l'année civile, le nombre et la valeur de ces actions. Ça, on connaissait ça déjà dans le cas des actions gratuites. Maintenant, ça s'applique pour les stocks options, la sanction étant que si l'entreprise ne le fait pas, c'est elle qui devra assumer les charges sociales correspondant à ce type, donc, je dirais, d'intéressement. Il restera peut-être à utiliser d'autres moyens, comme la location d'actions et autres, mais c'est vrai que depuis le temps qu'on pilonne fiscalement ce type je dirais davantage, petit à petit, ils sont complètement dénaturés de leur intérêt. Voilà, maintenant on va aborder les taxes récentes relatives à l'immobilier professionnel. Et on va parler donc un peu de fiscalité locale, ce qui est devenu au fil des ans effectivement votre spécialité, votre précaré, mon cher Jean-Paul. Oui. Vous vivriez bien sans, peut-être. Alors, en ce qui concerne, je dirais, la réforme récentes liées à l'immobilier professionnel, je ne vais pas aborder les taxes d'aménagement qui sont liées des taxes qui remplacent la TLE, ni le versement pour sous-densité qui sont des taxes qui sont liées à l'aménagement foncier. Mais on va d'abord aborder la réforme des valeurs locatives qui avait été déjà initiée, je dirais, depuis 2010, lorsqu'il y a eu, en quelque sorte, la suppression, qui a été une révolution pour la fiscalité locale,
la suppression de la taxe professionnelle. Il a bien fallu accélérer le mouvement, puisque en supprimant la taxe professionnelle, on a créé deux types de cotisations, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée. Et ces cotisations, ces contributions avaient pour base, en tout ou partie, les valeurs locatives. Donc c'était une réforme attendue depuis de très nombreuses années. La valeur locative est un pivot autour duquel gravite l'essentiel de la fiscalité locale, taxe foncière, cotisation foncière des entreprises, CVAE, et dans certains cas, le taux d'enlèvement des ordures ménagères. Alors, antérieurement, le système faisait référence à des méthodes par bail, par comparaison, par appréciation directe. Les locaux industriels étaient évalués selon deux méthodes, la méthode comptable et la méthode particulière, et puis les locaux professionnels, on se calquait sur ce qu'on faisait en matière de locaux d'habitation, qui sera certainement à la prochaine réforme dans les tuyaux, qui changera la valeur locative des locaux d'habitation. Alors, cette réforme consiste en la suppression de la notion de local type au profit de la mise en place d'une grille, et la nouvelle formule est la suivante: valeur locative brute, surface pondérée multipliée par le tarif de la catégorie et le coefficient de localisation. L'article 34 de la loi de finances rectificative de 2010, qui avait mis en place ce système, a prévu un tarif appliqué aux surfaces pondérées, à la pondération des surfaces, c'est ce qui apparaît sur le slide, la prise en compte de l'état du marché locatif, la notion de catégorie de propriété, l'évaluation tient compte du secteur géographique d'implantation, du local, des tarifs de chaque catégorie, etc., etc. Et pour des locaux, peut-être que le théâtre Mogador est dans cette catégorie qu'on aurait du mal à mettre dans ces grilles, on a prévu que la valeur locative était déterminée par voie d'appréciation directe en application d'un taux de 8% par rapport à la valeur vénale d'un immeuble. Je vous laisse calculer, ça va peut-être faire peur au directeur de cet ensemble. Vous avez dans vos transparents qui ne sont pas projetés une grille qui a été mise en place par le décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et les catégories qui vont servir donc à définir cette taxe. Un bilan sur 5 départements tests, puisque 5 départements tests avaient été choisis pour en quelque sorte faire un essai, pour voir ce que ça allait donner. Et il résulte d'un rapport transmis par la DGFiP au Parlement le 18 janvier 2012 qu'on constate dans les départements tests que sur les 10 catégories proposées qui apparaissent dans votre support, les deux premières tiennent une place importante, magasin A et bureau 1 et bureau 2, et qui vont contenir à peu près les 2 tiers des locaux. Et sur les 3 principaux sous-groupes, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la très grande majorité des locaux professionnels vont être confrontés à une hausse de la valeur locative, avec peut-être une exception pour les bureaux en région parisienne. Parfois, c'est très spectaculaire. Enfin, je vous incite effectivement à regarder en particulier ce qui peut se passer pour les bureaux dans la région Nord-Pas-de-Calais, où là, ça va être violent. Alors, c'est selon les modalités de calcul, je vais l'évoquer juste après sur la CFE, il faudra bien se recaler par rapport à tout ça. Parce que ça justifie une vraie réflexion stratégique, on va dire. Voilà. Alors, les nouvelles modalités de calcul de ces valeurs locatives des locaux professionnels vont avoir une date de référence fixée au 1er janvier 2013, et ils vont servir de base donc, au calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises à partir donc, de 2015. La valeur locative d'un local professionnel est maintenant fixée en fonction de l'état réel du marché locatif. Et nous qui utilisons dans nos commissions communales fiscales des papiers, alors des vieux papiers jaunis ou verts avec des références, on va pouvoir ranger tout ça. C'était des références cadastrales qui dataient de 1970, et donc on va pouvoir utiliser ces nouvelles grilles avec une évaluation annuelle de ces valeurs locatives. Donc après l'expérimentation que j'évoquais à l'instant, les propriétaires donc de locaux professionnels recevront courant février 2013 une déclaration pour chaque local, et la date de limite de cette déclaration est fixée au 8 avril avec une tolérance en matière de télédéclaration qu'on connaît bien dans pas mal de domaines. Je vous ai d'ailleurs inséré le modèle de l'imprimé à remplir donc sur le transparent qui vous est présenté. Une autre réforme accessoire, commission intercommunale des impôts directs. J'évoquais à l'instant les commissions fiscales communales qui se réunissent tous les ans donc pour calculer les valeurs locatives. C'est un travail très important qui doit être accompli par les élus locaux. Dans le cas de groupements de communes
ou de communautés d'agglomération, mais de groupements de communes, à fiscalité autonome, il y aura la mise en place, il y avait auparavant une mise en place d'une commission fiscale sur des délibérations préalables. Là, l'État prend la main et ces commissions sont mises en place à la demande de l'administration sans que les élus puissent intervenir. En attendant ce nouveau calcul, la loi de finances, dans son article 87, reconduit pour les impositions en 2013 les mesures habituelles de revalorisation forfaitaire que l'on connaît bien avec un coefficient de 1,018. Alors on va donner maintenant un coup de zoom sur un sujet qui a été abondamment médiatisé, notamment en raison de l'impact sur les auto-entrepreneurs, mais ça ne se limite pas à ça cet automne, c'est la contribution foncière des entreprises. Alors, la cotisation foncière des entreprises, la CFE, tout à l'heure j'évoquais ce qui avait accéléré le mouvement de la réforme de la taxe professionnelle en créant deux types de taxes, la CVAE et la CFE. La CVAE, taux fixé par l'État, les élus ne peuvent pas intervenir. La CFE, comme pour la taxe professionnelle, on pouvait fixer un taux. On s'est rendu compte, et je vais l'évoquer, qu'il y avait un seuil, une cotisation minimum qui était prévue par les textes. Et les élus, angoissés certainement, ont eu tendance à taper fort et prendre la fourchette haute de cette taxation. Et il a fallu également aménager le régime pour les auto-entrepreneurs. C'est ce que nous allons voir. Donc, auto-entrepreneurs, réduction facultative de la cotisation minimum, aménagement de la progressivité et report de délai pour fixer les taux. Alors, en ce qui concerne l'auto-entrepreneur, donc, il y a une prorogation d'une année de l'exonération de CFE pour les auto-entrepreneurs, puisque ça, effectivement, ça a un petit peu, excusez-moi l'expression, toussé, et beaucoup d'auto-entrepreneurs sont trouvés surtaxés, et donc il a fallu légiférer et prendre une mesure rapide pour mettre fin à cette taxation. Ensuite, sur la cotisation minimum CFE de 2012, donc il y avait deux seuils. Pour une entreprise qui réalisait un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros, la taxe était entre 206 et 2065. Au départ, c'était 2000, mais il y a eu des indexations annuelles. Et pour des entreprises de plus de 100 000 euros, entre 206 et 6 102 euros. Donc, le législateur, devant la forte augmentation de ces cotisations minimum, a prévu que les communes pouvaient à nouveau délibérer pour fixer de nouveaux taux et peut-être revoir ces cotisations minimum qui a été fixées, à condition que ces collectivités délibèrent avant le 21 janvier 2013 afin d'accorder soit un dégrèvement, soit une remise de cette cotisation. Je suis un petit peu sceptique sur les effets des budgets des communes qui auraient été calés en fonction de ces taxes. Je ne sais pas trop comment vont faire les maires dans ces conditions. Aménagement des tranches. Ça fait partie des nombreux casse-têtes effectivement budgétaires auxquels se confrontaient les collectivités locales, vous le savez tous. Une nouvelle tranche pour la cotisation minimum, donc pour essayer un petit peu d'amortir l'impact négatif de cette CFE plancher, si l'on peut dire. En ce qui concerne les modalités de paiement, je passe, donc modalités de paiement dématérialisées pour le paiement de la CFE et de l'IFR. On va maintenant aborder une autre mesure qui, je dirais, qui a un caractère assez politique, on va parler clair, c'est surtout le phénomène de la rétention foncière, les outils dont nous disposons pour cette rétention foncière. Alors, tout d'abord, une mesure liée au terrain situé en zone urbaine, zone terrain à bâtir. Alors, sur les terrains à bâtir, ce n'est pas parce qu'un terrain est forcément situé dans une zone constructible qu'il est à bâtir. Il faudra faire attention, ce sont des terrains qui ont tous les équipements ou dont la collectivité est dans l'obligation d'équiper ces terrains. Ce sont des terrains situés en zone EU et autres. Donc là, il y a une possibilité aux communes de majorer jusqu'à 3 € le mètre carré la valeur locative cadastrale des terrains constructibles. Ensuite, il y a une majoration également qui est prévue dans les zones que l'on peut appeler de tendues, donc des communautés urbaine de plus de 50 000 habitants. On avait un seuil de 200 000, on est passé à 50 000. Là aussi, on aura une taxation plus importante. Et donc, dans ces zones-là, une possibilité de majorer de 25% le montant de la valeur locative cadastrale de terrains constructibles. Alors, on arrive à un paradoxe, on va le voir d'ailleurs avec la taxe sur les logements vacants, c'est que d'un côté, on va inciter les gens à se séparer de leur foncier, puis on verra ensuite
Heureusement que le Conseil constitutionnel est intervenu, on va dire, pour essayer de différer un peu cette réforme, où on va taxer un peu plus les plus-values immobilières. Taxe annuelle des logements vacants. Alors, l'allocation du logement, là aussi, on est passé d'une commune, donc c'est une taxe d'habitation qui est due sur les logements vacants. Donc, dans les communes, au départ, c'était une commune ou communauté de communes de 200 000 habitants, on est passé à 50 000 habitants. La notion de vacances, on est passé de 2 à 1 année, avec je dirais une vacance des locaux de plus de 90 jours consécutifs pendant la période. Donc cette taxe passe de 12,5 pour la première année, mais il est porté à 25% pour la deuxième année. Renforcement de la taxe sur les friches commerciales, là aussi, nouveau texte qui a été mis en place, réduisant de 5 à 2 ans le délai d'inexploitation des locaux et une majoration de 5% de l'ensemble de ces taxes. Enfin, pour terminer, logements sociaux à usage locatif, vous savez qu'il y avait certaines mesures de faveur en matière de taxes foncières pour les logements sociaux, les logements acquis à des organismes sociaux. L'article 86 ramène de 25 à 15 ans l'exonération de taxation foncière pour ces types de logements. Merci beaucoup, Jean-Paul.